Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage poignant dans l'histoire de Mary-Kate et Ashley Olsen, deux jumelles qui sont devenues des icônes mondiales avant même de savoir parler. De leur rôle culte de Michel Tané dans La fête à la maison à leur empire de mode, elles semblaient tout avoir, gloire, fortune, succès. Mais derrière cette façade parfaite se cachaient des années de pression, de souffrance, et une enfance volée par les projecteurs. Je ne souhaiterais mon enfance à personne, confiera Mary-Kate à Marie-Claire en 2010. Comment deux bébés sont-ils devenus des stars planétaires? Quel fut le coût de cette célébrité précoce? Si vous êtes passionné par les récits d'Hollywood, les biographies émouvantes et les histoires de résilience, mettez un pouce bleu, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer. Mary-Kate et Ashley Olsen naissent le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie, fille de David Olsen, employé dans le secteur hypothécaire, et de Jarnette, ancienne danseuse. Leur vie bascule à seulement 6 mois, par un concours de circonstances presque irréel. Leur mère, Jarnette, les emmène à une audition ouverte pour La fête à la maison, une sitcom familiale créée par Jeff Franklin. Je n'avais aucune ambition pour elle, c'était juste une curiosité, dira Jarnette dans une interview à People en 1995. Franklin, impressionné par leur calme exceptionnel face aux caméras d'une rareté chez les bébés, ou les engage immédiatement pour partager le rôle de Michel Tané, la Benjamine de la famille Tané. Les lois californiennes sur le travail des enfants, qui limitent strictement les heures de tournage, obligent les jumelles à alterner. Pendant que l'une tourne, l'autre fait la sieste. À 9 mois, elles sont déjà des actrices professionnelles, même si elles n'ont aucune conscience de leur rôle. La fête à la maison, diffusée à partir de 1987 sur ABC, devient un phénomène culturel. Michel Tané, avec ses boucles blondes et ses répliques comme « T'as tout compris, mec », conquiert le cœur des téléspectateurs. Elles étaient adorables, naturelles et incroyablement charismatiques, confiera Franklin à Variety en 2015. Les jumelles, à peine capables de marcher, deviennent des icônes instantanées. Mais cette célébrité n'a rien de ludique. Leur emploi du temps est rigoureux. Tournage, répétition, séance photo. On grandissait sur un plateau, pas dans une cour de récréation, dira Ashley à elle en 2008. À 3 ans, leurs parents engagent Robert Thorne, un manager visionnaire, qui transforme leur notoriété en une machine à profit. En 1990, ils fondent Dual Star Entertainment, une société de production entièrement centrée sur les jumelles. Dual Star, c'était leur empire avant qu'elles ne sachent écrire leur nom, écrira Forbes en 2000. À 6 ans, Mary-Kate et Ashley sont les plus jeunes productrices d'Hollywood, lançant des films, des chansons, et une avalanche de produits dérivés, poupées à leur effigie, livres, vêtements, jeux vidéo, et même des téléphones. À 10 ans, leur fortune atteint des millions de dollars. Tout ce qui pouvait porter notre nom le faisait, confiera Mary-Kate à The Guardian en 2012. Mais ce succès fulgurant a un prix, leur enfance. On était comme des singes dressés, programmés pour performer, dira Mary-Kate à Marie-Claire. Les jumelles n'ont jamais connu une vie normale. Pas de jeux spontanés, pas de vacances sans caméra, pas de moments où elles n'étaient pas les Olsen. Leur identité est absorbée par leur image publique, une réalité qu'elles commencent à comprendre dès leur plus jeune âge. Plus tu en sais, plus tu veux tout contrôler, dira Ashley à Vogue en 2007, évoquant une maturité forcée, non par choix, mais par nécessité. Leur notoriété ne faiblit pas après La fête à la maison. Dual Star capitalise sur leur popularité avec des films directement sortis en vidéo, comme Chez Mamie, On y va. 1992, et Double, Toi les trouble, 1993, qui ciblent les préadolescents. Ces projets, bien que lucratifs, renforcent leur image de produit. On ne jouait pas, on vendait une marque, confiera Ashley à Harper's Bazaar en 2010. Leur visage est partout sur des affiches, des boîtes de céréales, des trousses d'école, mais leur voix, leurs pensées, restent invisibles. Les tabloïds commencent à s'intéresser à elles, scrutant chaque détail de leur vie. On était des enfants, mais le monde nous traitait comme des adultes, dira Mary-Kate. Cette pression s'intensifie avec un drame personnel qui va bouleverser leur univers. Que s'est-il passé dans l'ombre de leur gloire? La suite révèle une fracture familiale. En 1995, La fête à la maison s'achève après 8 saisons, marquant la fin d'une ère pour Mary-Kate et Ashley Olsen, alors âgés de 9 ans. Mais loin de ralentir, leur carrière explose. Dual Star Entertainment, leur société de production, transforme leur image en un empire commercial sans précédent. On vivait pour performer, pas pour être des enfants, confiera Ashley à elle en 2008.
Elles enchaînent les films à succès pour préadolescents, comme L'Ouest en folie, 1994, et Passeport pour Paris, 1999, qui renforcent leur statut de star. Leur visage orne une gamme infinie de produits: poupées, livres, vêtements, maquillage, calendrier. Tout ce qui pouvait être vendu avec notre nom l'était, dira Mary-Kate à The Guardian en 2012. À 10 ans, elles sont millionnaires, mais cette richesse a un coût, leur liberté. Alors que leur carrière prospère, un drame personnel frappe de plein fouet: le divorce de leurs parents, David et Jarnette Olsen, en février 1996. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, mais une rupture qui ébranle l'univers des jumelles. David, qui gérait en partie Dualstar, entame une liaison avec Mackenzie, une ancienne collègue, qu'il épouse un mois seulement après le divorce. C'était comme si notre monde s'effondrait, confiera Ashley à People en 2005. À moins de 10 ans, les jumelles doivent naviguer entre la douleur d'un foyer brisé et la pression d'une célébrité mondiale. Ashley refuse d'assister au remariage de son père, choisissant de rester avec sa mère, tandis que Mary-Kate y va, un choix qui révèle une fracture émotionnelle subtile mais profonde. Pour les observateurs, c'était un détail, mais pour nous, c'était immense, dira une source proche à US Weekly en 1996. En public, David minimise l'impact. Les filles vont bien, déclare-t-il à la presse. Mais derrière ce sourire de façade, la réalité est plus sombre. Jarnette, restée discrète, se consacre à protéger ses filles, tandis que Mary-Kate, dans des interviews, insiste sur une vie normale. On va à l'école, on fait des pyjama parties, on joue avec nos amis. Pourtant, la vérité est ailleurs. Les jumelles manquent des moments clés de l'adolescence: balles de promo, révisions pour tourner des films ou apparaître à Saturday Night Live. On vivait des douleurs d'adultes dans des corps d'enfants, confiera Mary-Kate à Marie-Claire. Le divorce n'est pas un simple événement, c'est une rupture fondatrice qui façonne leur rapport à l'identité, au contrôle et à la confiance. Les tabloïds, déjà omniprésents, s'emparent de leur vie privée. Chaque sortie, chaque tenue est scrutée. On n'avait nulle part où se cacher, dira Ashley à Vogue en 2007. Leur adolescence devient une performance publique, orchestrée par Dualstar et les médias. Les jumelles, poussées à grandir trop vite, développent une maturité précoce, non par choix, mais par nécessité. Plus tu en sais, plus tu veux tout contrôler, dira Ashley, évoquant un instinct de survie face à un monde qui les consomme. Leur emploi du temps est implacable: tournage, campagne publicitaire, réunion d'affaires. On était des PDG à 10 ans, mais des enfants en même temps, confiera Mary-Kate à Harper's Bazaar. Cette dualité, où être à la fois des magnates et des fillettes, crée une tension constante. Malgré la douleur du divorce, les jumelles restent unies. Leur lien, forgé dans les studios, est leur refuge. On était tout l'une pour l'autre, dira Ashley à People. Mais le monde extérieur ne leur laisse aucun répit. Les médias commencent à spéculer sur leur apparence, leurs relations, leur avenir. On était des produits, pas des personnes, dira Mary-Kate. Cette période marque un tournant. Les jumelles réalisent que leur vie ne leur appartient pas. Comment ont-elles tenté de reprendre le contrôle? La suite explore leur quête désespérée de liberté à l'université. En 2004, à 18 ans, Mary-Kate et Ashley Olsen s'inscrivent à la Gallatin School of Individualist Study de l'Université de New York, NYU, cherchant un semblant de normalité. On voulait être des étudiantes, pas des stars, confiera Ashley à Vogue en 2007. Après des années à être marketée comme un produit, l'université représente une échappatoire, une chance d'aller en cours en jogging, de se fondre dans la foule, de redevenir anonyme. Elles emménagent à Manhattan, achètent un pantouse de 7,3 millions de dollars dans le West Village, et jonglent entre leurs études et la gestion de Dualstar Entertainment, leur empire commercial. On pensait pouvoir tout avoir, la liberté et le contrôle, dira Mary-Kate à Elle en 2008. Mais cette illusion s'effondre rapidement. L'université, loin d'être un refuge, devient une nouvelle scène pour les paparazzi. Leurs camarades, parfois complices, vendent des histoires aux tabloïds. On ne se sentait jamais en sécurité, confiera Mary-Kate à The Guardian en 2012. Une trahison particulièrement douloureuse vient de Spencer Pratt, un ancien camarade de lycée, qui vend une photo de Mary-Kate buvant à une soirée pour 50 000 $. Elle devrait me remercier, dira-t-il à US Weekly, transformant un moment privé en scandale public. Plus tard, il l'insulte sur David Letterman, la qualifiant de troll et de jumelle la moins jolie. C'était une blessure profonde, confiera Mary-Kate à People. Pratt s'excusera, invoquant la jalousie, mais le mal est fait. Les tabloïds s'acharnent, amplifiant la pression.
À leur 18e anniversaire, cette site internet affiche des comptes à rebours jusqu'à leur majorité, une pratique glauque qui sexualise leur image. C'était mon pire cauchemar, dira Ashley à People, évoquant des photos d'elle en maillot de bain publiées à l'adolescence. Je pleurais hystériquement, ajoutera-t-elle. Même des journalistes réputés franchissent les limites. Lors d'une interview, Connie Chung demande à Ashley, alors âgée de 16 ans, si elle est vierge. C'est personnel. Pourquoi poser ça à une enfant, répondra-t-elle, sidérée. Ces intrusions constantes transforment leur quête de liberté en cauchemar. Mary-Kate, submergée, commence à sécher les cours dès le premier semestre. Des rumeurs de rechute circulent, bien que non confirmées. L'université, c'était censé être notre évasion, mais c'était une nouvelle cage, confiera Ashley à Vogue. En 2005, les jumelles abandonnent NYU, incapables de supporter la surveillance médiatique. On voulait être normal, mais le monde ne nous le permettait pas, dira Mary-Kate à Harper's Bazaar. Leurs pantouses restent inoccupées, leur rêve d'anonymat brisé. Cette période marque un tournant. Les jumelles réalisent que leur célébrité est une prison dont elles doivent s'échapper autrement. Comment ont-elles affronté leurs démons intérieurs? La suite révèle leur lutte de santé, dans l'ombre des tabloïds. Sous leur apparence glamour, lunettes de soleil de créateur, manteaux de couture, Mary-Kate et Ashley Olsen cachent des corps et des âmes fragilisés par des années de pression et de souffrance. En 2004, à 18 ans, Mary-Kate entre en centre de réhabilitation pour soigner une anorexie mentale, un combat qui éclate au grand jour. Sa famille savait depuis un moment, confiera une source à People. Son père et son thérapeute organisent une intervention avant sa majorité pour s'assurer qu'elle reçoive de l'aide. Il ne voulait pas la retrouver morte, dira une source sans détour. Son représentant, Michael Pagnotta, publie un communiqué, c'est un combat que Mary-Kate a décidé de mener, et elle le gagnera. Mais ce combat est loin d'être simple, surtout sous le regard implacable des médias. En 2005, les jumelles apparaissent sur The Oprah Winfrey Show, espérant parler de leur carrière. Mais Oprah les confronte directement aux rumeurs d'anorexie, leur demandant quelle taille de vêtements elles portent. C'était humiliant, ma maladie était un spectacle, confiera Mary-Kate à elle en 2008. Ashley tente de détourner la question, mais Mary-Kate reste silencieuse, visiblement mal à l'aise. Ce moment symbolise l'intrusion brutale des médias dans leur intimité. Le plus dur, c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide, dira Mary-Kate à elle. Elle expliquera comment elle dissimulait sa maladie, même sur le tournage d'une journée à New York, 2004, où ni le réalisateur ni les acteurs n'avaient rien remarqué. Tant de souffrance peut exister derrière une façade, ajoutera-t-elle. Pendant que Mary-Kate lutte publiquement, Ashley affronte une épreuve tout aussi grave, mais dans l'ombre. Diagnostiquée avec la maladie de Lyme à un stade avancé, elle souffre de fatigue chronique, de douleurs articulaires, de maux de tête et de troubles neurologiques. Elle était épuisée, parfois irritable, confiera une source à OK Magazine en 2015. La maladie perturbe son rôle dans Euro, leur maison de couture. Je ne voulais pas que le monde sache, dira Ashley à Vogue. Contrairement à Mary-Kate, elle choisit le silence, mais son absence d'événements publics et ses changements physiques alimentent les spéculations. Les tabloïds, insensibles, dissèquent leur apparence. C'était comme si notre douleur était un divertissement, dira Mary-Kate à The Guardian. Les médias, des tabloïds comme The National enquirés aux publications réputées, brouillent la ligne entre inquiétude et voyeurisme. Les rumeurs sur Mary-Kate parlent d'addiction, de crise, d'effondrement. On consommait notre souffrance comme un potin, confiera Ashley. Cette période révèle la cruauté d'une industrie qui exploite la vulnérabilité. Comment les jumelles ont-elles cherché à se réinventer face à ces épreuves? La suite explore leur séparation et leur quête d'identité. Après leur départ de NYU en 2005, Mary-Kate et Ashley Olsen prennent leur distance avec Hollywood, cherchant à échapper à l'image de jumelles stars. Leur dernier film ensemble, Une journée à New York, 2004, est un échec critique et commercial, marquant la fin de leur carrière cinématographique commune. Ashley se retire presque totalement, n'acceptant qu'un rôle mineur dans The Jerk Theory, 2008. Mary-Kate explore des projets plus sombres, comme Factory Girl, 2006, et Weeds, 2007, mais en 2012, elles abandonnent définitivement le cinéma. On voulait créer, pas être des marionnettes, dira Ashley à Vogue en 2015. Les jumelles se tournent vers la mode, lançant The Row en 2006, une marque de luxe qui devient leur nouvelle voix. C'est notre art, notre liberté, confiera Mary-Kate à Harper's Bazaar en 2010. The Row, avec son esthétique minimaliste,
est acclamée par la critique et remporte plusieurs prix du CFDA. Pendant ce temps, leur sœur cadette Elizabeth Olsen connaît la gloire avec Avengers 2015, soulignant leur retrait volontaire. On est fiers d'elle, mais nos chemins sont différents, dira Ashley à elle. Les jumelles s'éloignent géographiquement, vivant dans des foyers séparés pour la première fois. On n'est pas des clones, confiera Mary-Kate à The Guardian. Mais leur lien, forgé dans l'adversité, reste indéfectible. Les tabloïds, cependant, continuent de les comparer cruellement. En 2007, Maxim inclut Ashley dans son classement des 100 femmes les plus sexy, excluant Mary-Kate. C'était comme dire qu'une jumelle valait mieux que l'autre, dira une source à Us Weekly. Pendant que Mary-Kate lutte contre ses démons, Ashley fait un stage chez Zac Posen, alimentant des rumeurs de rivalité. On est resté proches, malgré tout, dira Ashley à People. Leur séparation n'est pas une rupture, mais une évolution. On grandissait, c'était naturel, confiera Mary-Kate. Cette période marque leur transition vers une vie plus authentique, loin des projecteurs. Comment leur héritage s'est-il forgé? La dernière partie révèle leur triomphe silencieux. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, Mary-Kate et Ashley Olsen ont choisi l'intimité, un acte de rébellion contre un monde qui les a consommés. Leur marque, The Raw, est une référence mondiale, récompensée par le CFDA pour son élégance minimaliste. C'est notre voix, notre art, dira Ashley à Vogue en 2018. Mary-Kate, divorcée d'Olivier Sarkozy en 2021, et Ashley, discrète sur sa vie privée, protègent farouchement leur espace personnel. On a appris à dire non, confiera Mary-Kate à The Guardian. Leur résilience face à la célébrité, l'anorexie, la maladie de Lyme, et une surveillance médiatique incessante est leur plus grande victoire. Leur histoire, marquée par un divorce parental, des luttes de santé, et une enfance volée, n'est pas une tragédie, mais un témoignage de survie. On est debout, à nos conditions, dira Ashley à Harper's Bazaar en 2015. Leur retrait d'Hollywood est un choix délibéré, une rébellion tranquille contre une industrie qui les a objectifiés. Les tabloïds, autrefois omniprésents, ont perdu leur emprise. On a repris notre vie, confiera Mary-Kate. Leur lien, bien que discret, reste solide. On n'a plus besoin d'être un duo pour être unis, dira Ashley à elle. Réponse à la question sur Bob Marley. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction sacrée ou une excuse? En tant que Rastafari, il voyait les enfants comme des dons de Jah. Les enfants, c'est merveilleux. Rolling Stone, 1980. Mais Rita Marley, dans No Woman, No Cry, 2004, évoque la douleur de ses infidélités. C'était un mélange de foi sincère et de liberté personnelle. Qu'en pensez-vous? Partagez en commentaire. Quel moment des jumelles Olsen vous a marqué? Leur combat vous inspire-t-il? Likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour d'autres histoires vraies.